on va utiliser les micros, même si on n'est pas nombreux, mais du coup, par rapport au fait que la conférence soit filmée, du coup, on va parler avec les micros. Donc, bonjour à tous. Du coup, donc moi, c'est Sébastien Guillon. Je travaille à la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Et du coup, donc, la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes avec les chambres d'agriculture de PACA sont co-organisatrices de cet événement, et notamment le rendez-vous Tech & Bio. Du coup, avec plusieurs conférences au programme. Et là, du coup, on vous propose donc une intervention sur l'agneau biologique. Voilà. Et donc, du coup, dans l'organisation, donc, ça sera Candice Vionnet, que je laisserai se présenter tout à l'heure plus en détail, qui va intervenir. Donc, elle va, je pense, dérouler son intervention. Et puis après, on aura un temps d'échange et de questions ensemble. Voilà. Du coup, je te laisse te présenter, Candice, et puis je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Voilà, du coup, je suis Candice. Je travaille à la Maison régionale de l'élevage de la région PACA, qui est basée à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc, j'ai notamment des missions de coordination de projets de recherche et développement, comme le projet Revabio que je vais vous présenter tout de suite. Déjà, je vous laisse admirer quand même les brebis mérinos d'Arles. Voilà, alors pour commencer, déjà le projet en quelques mots. Revabio, ça veut dire régularité des ventes clés de développement de l'agneau biologique, piloté par l'Institut de l'élevage et l'Institut technique de l'agriculture biologique. C'est un projet qui vise à améliorer le taux de commercialisation des agneaux sous le label AB. Donc c'est un projet de recherche et de développement qui a débuté en 2020 et qui se terminera cet été en 2023. Dans ce cadre-là, il y a 32 élevages ovins qui ont été suivis et 22 opérateurs de l'aval enquêtés. Je présenterai un peu plus en détail après. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est un projet qui rassemble des organisations de producteurs, des instituts techniques, des organismes de recherche, mais aussi des établissements de l'enseignement agricole, technique et supérieur. Donc il y a 3 axes de travail. Le premier, ça consiste à analyser les techniques d'étalement de la production. Donc on s'est basé sur des suivis technico-économiques d'élevage. Moi j'ai fait ce qui concerne la région PACA. Et puis il y a aussi des enquêtes pour étudier les conditions d'acceptabilité de ces techniques. Le deuxième axe, c'était plutôt sur l'étude de la complémentarité et des concurrences entre les bassins de production. Donc via l'analyse des volumes produits via les données de l'Observatoire national. Et puis il y a eu des enquêtes auprès des opérateurs de l'aval pour voir un peu les leviers qu'ils pouvaient identifier pour mieux faire correspondre l'offre et la demande, par exemple. Voilà, il s'agit de travailler sur les complémentarités à l'échelle des bassins et entre les bassins de production. Et donc, il y a eu un dernier axe de travail que je ne vais pas présenter aujourd'hui, je n'ai pas été impliquée là-dedans, pour mesurer l'impact des techniques d'étalement et de finition sur la viande d'agneau. Donc définir une durée minimale de pâturage pour observer les bénéfices d'une finition à l'herbe, comparer l'impact des techniques de report sur la qualité de la viande, etc. Donc en lien avec ces 3 axes, les résultats attendus sont des références techniques et économiques sur l'étalement de la production en matière d'autonomie alimentaire et de coûts de production. Mais aussi voilà, un cadre collectif de discussion et des leviers de politique publique. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Et puis des références sur la qualité de la viande d'agneau. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une analyse qui a été réalisée par Vincent Bellet de l'Institut de l'élevage. Donc voilà, ce n'est pas moi qui ai fait cette partie. J'ai contribué à la collecte des données en élevage et à la saisie sur les logiciels qui ont été utilisés, mais je n'ai pas participé au traitement, donc je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à toutes les questions s'il y en a. Mais voilà, je ferai au mieux. Donc comme je le disais, il y a eu une trentaine d'élevages suivis, à la fois dans les bassins herbagés et dans les bassins rustiques.
Là, moi, je vais vous présenter, puisqu'on est en PACA à Avignon, je vais vous présenter les élevages suivis dans notre région, qui sont donc les éleveurs que j'ai moi-même rencontrés. En fait, issu de la collecte des données et des saisies sur les logiciels, le travail qui a été fait, c'est de construire des itinéraires techniques d'étalement de la production. Ce qu'on tient à dire, c'est que ce ne sont pas ni des moyennes, ni des cas types optimisés, comme on peut voir des fois qui sont réalisés par les chambres d'agriculture. Ça s'appuie sur les élevages les plus représentatifs, avec une mise en cohérence entre itinéraires selon les données qu'on a et les connaissances qu'on a sur ces élevages. Alors déjà, un point de méthodologie. Là, je vais vous parler de coûts de production. C'est une méthode que je vous présente aujourd'hui qui est reconnue et qui a été utilisée notamment dans le cadre d'Egalim 2, qui impose une contractualisation pour la vente des animaux. Donc l'objectif, c'est que le prix payé à l'éleveur soit basé sur ses coûts de production. Et l'Institut de l'élevage, en concertation avec les interprofessions, ont développé une méthode qui a été validée par les différentes familles, donc des éleveurs, distributeurs, etc. Donc, quand on parle de coûts de production, en fait, on parle de charges opérationnelles, de charges de structure et de charges supplétives. Donc, je vais un peu préciser tout ça. Les charges opérationnelles, c'est tout ce qui se rapporte à l'alimentation, à l'approvisionnement des surfaces, aux frais d'élevage, tandis que les charges de structure, c'est les charges liées à la mécanisation, aux bâtiments et installations, frais divers de gestion, etc. Et ce qu'on appelle charges supplétives, c'est la rémunération du travail des exploitants sur la base de 2 SMIC et une rémunération des capitaux propres au taux du livret A et du foncier en propriété sur la base d'un fermage local. Bon, c'est peut-être... c'est pour préciser un peu la méthode. Voilà, au niveau du coût du système d'alimentation, donc, qui est vraiment un poste principal et on verra tout à l'heure dans les résultats économiques, ça intervient beaucoup. Donc là-dedans, on retrouve les aliments achetés, que ce soit les concentrés, les fourrages, les achats d'herbes, les frais d'estive. Et puis tout ce qui est charges liées aux surfaces, fourragères, culture autoconsommée, les charges de mécanisation, de foncier. Un autre indicateur qui est important, c'est le prix de revient. Là, l'idée, c'est de voir la somme des coûts qui sont supportés pour la production d'un bien ou d'un service. Donc, dans notre cas, la viande d'agneau bio. Donc, on prend le coût de production et on enlève les aides et les produits joints. Ce qu'on appelle les produits joints, c'est tous les produits associés à cette production principale de viande d'agneau bio. Donc, par exemple, les réformes, les ventes de laine, etc. Et donc, le prix de revient, ça permet de savoir à combien je dois vendre mon produit pour compenser le coût, sans prendre en compte les aides et les autres produits. Voilà, un dernier petit point sur la méthodologie. En fait, on cherche à avoir quelque chose qui est comparable. Et donc, pour pouvoir comparer tous les produits agneaux, on les convertit en production d'équivalent carcasse agneau. Donc pour ça, on prend les ventes moins les achats, plus ou moins les variations d'inventaire. On prend ces montants en euros et on les divise par le prix moyen au kilo des agneaux vendus en carcasse. La petite précision sur la méthode, c'est qu'on ne prend pas les femelles de renouvellement en interne qui sont commercialisées bien plus tard en brebis et on considère qu'elles auront une valeur beaucoup moins importante. Voilà, donc après ce point sur la méthode, on en arrive aux 3 itinéraires techniques qui ont été construits. Donc là, je vous ai mis les courbes d'agnelage et de vente. Donc on en a 3. Celui qu'on appelle Alpes du Sud témoin. Donc là, c'est vraiment un système traditionnel avec agnelage à l'automne et un peu aussi au printemps. Des agneaux engraissés en bergerie. Après, un système qu'on a appelé
tardons pour simplifier, mais il n'y a pas que des tardons. Donc il y a une période de mise bas au printemps qui est un peu plus importante, et les agneaux issus de cette période de mise bas montent en estive avec les brebis et sont engraissés pendant 1 mois à la descente d'estive. Voilà, au moins 1 mois. Voilà, et au niveau du 3e itinéraire, alors ça c'est un peu moins fréquent. C'est un modèle basé sur 4 périodes d'agnelage. C'est moi dans mon cas des éleveurs que j'ai rencontrés qui font beaucoup d'accueil de public, de l'agritourisme, et donc qui ont à cœur d'avoir des agneaux tout au long de l'année. Mais ça a un intérêt pour étaler l'offre aussi en agneaux. Et donc voilà, il y a plus de ventes en fin d'année, ce qui manque en fait en région PACA. Maintenant, je vais passer à la présentation des résultats techniques. Donc voilà, on a repris des indicateurs importants, comme le chargement. On voit qu'il est un peu plus élevé en système tardon. Bon, ça c'est dû au fait que c'est plutôt des élevages avec une surface de base un peu moins importante. Donc forcément, avec un nombre de brebis égal, quand on le rapporte au nombre d'hectares, voilà, ça fait un chargement un peu plus élevé. Au niveau de la productivité numérique, ce qu'on voulait déjà noter, c'est que de manière générale, c'est peut-être un petit peu sous-estimé du fait de ventes qui sont parfois non déclarées. Voilà, même si ça a été une info qui a été demandée aux éleveurs de compléter ce qui peut être observé en compta. Voilà, il peut y avoir quelques ventes qui nous échappent. Et sinon, donc cette productivité numérique, elle est un peu plus faible en système tardon, notamment parce qu'il y a une mortalité qui est un peu plus élevée en estive, une mortalité des agneaux. Tandis que le modèle fractionné est peut-être un peu plus intensif. Certaines brebis ne montent pas en estive, il y a plus de possibilités de repasse, etc. Et bon, voilà ce qu'on peut voir aussi au niveau du poids. Un poids carcasse à la vente qui est un peu plus élevé en modèle tardon, parce que bon, ce sont des agneaux plus vieux. Et voilà. Au niveau des concentrés, il y a un peu plus de concentrés utilisés en système fractionné. Voilà, comme c'est un système un peu plus intensif, que les brebis ne montent pas en estive, elles sont peut-être un peu plus poussées. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Au niveau du pourcentage de concentré acheté, une fois de plus, c'est un peu plus élevé au niveau des tardons pour des élevages qui ont un peu moins de surface de base, qui ont un peu moins de terre en céréales, donc pour pouvoir faire des concentrés pour les animaux. Et après, au niveau de la productivité du travail, on n'avait pas vraiment d'éléments qui contredisaient le fait que ce soit équivalent entre les systèmes. Donc c'est un choix qui a été fait de les baser sur la même valeur, quoi. Voilà. Après, au niveau des performances économiques, donc déjà par rapport au coût du système d'alimentation, c'est très lié à la consommation de concentré. Donc forcément, comme je viens de l'expliquer, on se retrouve avec des valeurs un peu plus élevées pour le modèle alpin fractionné. Au niveau du prix agneau, alors là c'est vraiment le prix qui a été observé dans les élevages que j'ai enquêtés. Après, ce qu'on peut dire en remarque, c'est que bon, les tardons sont un peu moins appréciés en filière longue, mais bon, quand en fin d'année, c'est surtout ces agneaux-là qui sont disponibles, on est bien content de les avoir quand même. Voilà, au niveau des aides, bon, c'est assez similaire quand même. Ce qui va jouer sur cette valeur pour le système fractionné, c'est en fait un effet de dilution tout simplement, puisque c'est un indicateur qui est ramené au kilo carcasse. Donc forcément, quand on a un système plus productif, on divise par un nombre un peu plus grand. Donc voilà, mais ça reste assez comparable.
Donc là, au niveau du prix de revient, donc ça correspond au prix qu'il faudrait vendre le kilo de carcasse d'agneau sans les aides et produits joints pour compenser les coûts de production. On voit que c'est plus élevé que le prix de vente de l'agneau et que c'est plus élevé pour le système alpin fractionné. Ça, c'est très lié au coût du système d'alimentation. Même remarque pour le nombre de SMIC par unité de main-d'œuvre en élevage au vin viande, c'est très lié au coût du système d'alimentation. Après, la remarque qu'on peut faire, c'est que là, c'est vraiment une rémunération sur l'atelier au vin viande uniquement. Et donc, si les éleveurs ont en parallèle d'autres activités, comme ça peut être le cas de l'agritourisme, ça fait un revenu complémentaire. Voilà, donc là, j'ai fini sur la partie des résultats consacrés aux itinéraires techniques d'étalement de la production. Je vais passer à la deuxième partie, à moins que vous vouliez poser les questions maintenant. Mais ça ne change pas grand-chose. Donc là, c'est une partie sur les retours des enquêtes auprès des opérateurs, donc abatteurs et organisations de producteurs, sur l'adéquation offre-demande. Donc moi, j'ai participé en faisant des enquêtes auprès de 3 opérateurs dans la région PACA. Une est bio et puis 2 organisations de producteurs. Une organisation de producteurs commerciale, la coopérative Agneau Soleil, et une organisation de producteurs non commerciale, c'est l'association Ciel d'Azur. Voilà. Et donc il y a 22 enquêtes au total qui ont été réalisées en France. Et là, je vous présente du coup l'analyse qui a été faite par Cassandre Matras de l'Institut de l'élevage et Catherine Experton qui était anciennement à l'Institut technique de l'agriculture biologique. Donc, quels opérateurs enquêtés? Là, on a une petite carte. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des organisations de producteurs, il y en a 4 qui sont spécialisés en agriculture biologique sur le total de 16. Et parmi ces 16, il y en a 8 spécialisés au vin, donc la moitié. Au niveau des abatteurs, pareil, une minorité en bio, un abatteur en bio. Et sur le total des abatteurs, donc 6, 4 spécialisés en ovins. Donc, on va dire qu'il y a 2 catégories identifiées parmi les organisations de producteurs. Il y a celles qui donnent tout pour valoriser 100% des agneaux en bio. Et donc là, ça va de 2500 agneaux bio commercialisés par an à 20 000 pour une Bio France. Et puis, il y a l'autre catégorie, c'est celle pour qui l'agneau bio n'a pas trop d'intérêt ou en tout cas du mal à trouver des débouchés de petits volumes. Voilà, donc là, forcément, on est plutôt autour de quelques centaines d'agneaux bio commercialisés par an. Ce que je vais vous présenter après, c'est de l'ordre du ressenti des organisations de producteurs et des abatteurs enquêtés. Donc déjà, c'est dans la continuité, il y a une importance relative des agneaux bio selon les opérateurs enquêtés. Donc les OP qui sont qui ne sont pas spécialisés en bio sont sur de très petits volumes par semaine en comparaison au volume en conventionnel, label rouge, IGP. Donc ça demande beaucoup d'organisation pour une petite valorisation in fine. Et puis il y a des structures qui ont à l'inverse investi sur le développement de la bio et qui achètent à des OP en dehors de leurs éleveurs adhérents pour compléter l'offre sur l'année. Et puis pour les organisations de producteurs multi-espèces, les agneaux pèsent peu en général et le bio encore moins. Il y a donc des difficultés pour pérenniser les débouchés sur si petits volumes par semaine et voilà, il y a une certaine irrégularité de l'offre avec parfois des débouchés perdus. Et donc c'est plus facile de faire passer en label avec le reste, et ce qui fait qu'il y a certains opérateurs qui incitent les éleveurs à passer en double démarche, par exemple label rouge agneau de Sisteron et bio pour pouvoir, selon la demande, la dynamique d'offre et demande au cours de l'année, vendre plutôt l'agneau sous le label agriculture biologique ou plutôt sous le label agneau de Sisteron. Voilà. Ensuite, au niveau des leviers évoqués par les organisations de producteurs,
Je suis désolée, c'est un peu petit. C'est pas moi qui ai préparé cette diapo-là. Ce qui est ressorti en premier par 70% des opérateurs, c'est l'incitation tarifaire au désaisonnement pour justement avoir plus une offre étalée au cours de l'année. Et puis aussi une bonne connaissance des élevages. Donc là, ça veut dire de la discussion avec les éleveurs pour à la limite jouer sur la planification des mises bas et adapter un peu plus à la demande. Et puis d'autres éléments comme améliorer la régularité de la conformation, augmenter la production d'agneaux bio, etc. Au niveau des abatteurs, c'est vraiment la complémentarité entre bassins qui a été évoquée chez tous les abatteurs. Et puis la moitié, on parlait de désaisonnement, aussi d'accompagnement technique des éleveurs, etc. En ce qui concerne la complémentarité de l'offre, ça permet aux abatteurs d'avoir une offre plutôt lisse toute l'année, mais ça nécessite une grande zone de collecte. Voilà, les agneaux de bergerie du sud de la France permettent des sorties l'hiver quand les régions herbagères plus au nord en manquent. Donc c'est l'avantage, mais c'est assez paradoxal parce qu'à la fois ces opérateurs ils disent que c'est un vrai levier pour eux de pouvoir faire varier les sources d'approvisionnement à l'échelle de la France, mais c'est aussi décrit comme peu sécurisé et comme quelque chose à éviter pour utiliser les outils à une échelle plus locale. Voilà, au niveau du désaisonnement, donc, avec une incitation tarifaire, ça a été cité par 11 opérateurs, organisations de producteurs sur 15, donc avec des doubles grilles de prix, des systèmes de caisses de péréquation, etc., qui posent quelques soucis quand c'est une grille nationale et que ça ne satisfait pas tous les sites en région puisque les périodes de surplus et de manque diffèrent. On peut aussi se baser sur un choix des races. Il y a des races qui se désaisonnent plus facilement que d'autres. Voilà, et puis 2 abatteurs ont voulu souligner l'importance de faire attention à bien finir les agneaux quand on étale la vente, qu'on les vend un peu plus vieux. Du coup, j'en ai fini pour cette partie-là et pour ma présentation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci Candice, du coup, pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou on n'est pas nombreux, donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Candice ou des interrogations sur ce qu'elle a abordé. Tout vous a paru très clair. N'hésitez pas, on n'est pas nombreux du coup, si vous avez des remarques ou si vous voulez simplement témoigner peut-être. Mais si vous n'avez pas de remarques, du coup, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne suite de salon. Merci. Et merci encore à Candice.